Préface de Kenneth Blanchard, co-auteur de The One Minute Manager, chef d'entreprise en 1 minute. Quand Tony Robbins m'a demandé d'écrire la préface de Pouvoir illimité, j'en ai été ravi pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je trouve que Tony est un incroyable jeune homme. Notre première rencontre s'est produite en janvier 1985, alors que je me trouvais à Palm Springs pour participer à un tournoi de golf. Je venais de passer 1 heure à rire et plaisanter au Rancho Las Palmas Marriott et était parti dîner avec Keith Punch, un ami australien, lorsque nous sommes passés devant un panneau annonçant le séminaire de Marche sur le feu de Tony Robbins. Libérez le pouvoir qui est en vous, lisait-on sur la pancarte. J'avais entendu parler de Tony. Aussi, ma curiosité fut-elle piquée au vif. Comme Keith et moi avions déjà bu un verre, nous avons estimé que nous ne pourrions pas marcher sur les braises, mais nous avons décidé d'assister quand même à ce séminaire. Pendant les 4h30 qui ont suivi, j'ai vu Tony hypnotiser une vaste assemblée composée de chefs d'entreprise, de femmes au foyer, de médecins, d'avocats, etc. Quand je dis hypnotiser, je ne parle pas d'un quelconque phénomène de magie noire. Grâce à son charisme, à son charme et sa profonde connaissance du comportement humain, Tony tenait toute la salle en haleine. En 21 ans d'activité, jamais je n'avais assisté à un séminaire aussi passionnant. À la fin, tous ceux qui y participaient traversèrent pieds nus un lit de charbons ardents de 5 mètres de long qui se consumait depuis le début de la soirée. Et personne ne se brûla. C'était un spectacle étonnant et, pour ceux qui la vécurent, une expérience exaltante. Tony se sert de la marche sur le feu comme d'un substitut. Il n'enseigne pas une pratique mystique. Il fournit plutôt une série d'outils permettant de vous mettre en état d'agir, quelle que soit la peur qui vous en empêcherait autrement. En vous donnant les moyens de faire tout ce qui est nécessaire pour réussir. Tony Robbins met à votre portée un véritable pouvoir. Voilà pourquoi j'éprouve tant de respect et d'admiration pour lui. Et le plaisir que j'ai à présenter ce livre tient au fait qu'il va montrer à chacun la profondeur et l'ampleur de la pensée de Robbins. Car Tony n'est pas seulement un orateur convaincant. Bien qu'il n'ait que 25 ans, on peut déjà le classer parmi les plus grands spécialistes de la psychologie de la motivation et de l'accomplissement. Et je crois que Pouvoir illimité peut devenir le texte définitif du mouvement du potentiel humain. Les vues de Tony sur la médecine, le stress, la détermination d'objectifs, la visualisation, etc., sont tout à fait percutantes et constituent un savoir indispensable pour quiconque aspire à son accomplissement individuel. Mon vœu le plus cher est que vous retiriez autant de ce livre audio que j'en ai retiré moi-même. Bien qu'il soit assez long, je souhaite que vous ayez la volonté de l'écouter jusqu'au bout afin d'apprendre à vous servir de la pensée de Tony pour libérer la magie qui est en vous. Introduction de Jason Winter, auteur de Comment tuer le cancer. J'ai eu toute ma vie des difficultés à parler en public, même quand je faisais du cinéma. Juste avant de jouer, il m'arrivait d'éprouver un malaise physique. Aussi peut-on imaginer la fébrilité que j'ai ressentie quand j'ai appris qu'Anthony Robbins, l'homme qui transforme la peur en pouvoir, possédait le moyen de me guérir. Si j'étais très impatient de rencontrer Robbins, je ne pouvais malgré tout réprimer quelques doutes. J'avais déjà entendu parler de la programmation neurolinguistique et des autres méthodes dans lesquelles Tony est un expert reconnu. Mais j'avais aussi passé des heures innombrables et dépensé des milliers de dollars pour me faire aider par ce genre de spécialistes. Tous ceux à qui je m'étais adressé m'avaient dit que, comme ma peur s'était peu à peu constituée au fil des années, je ne pouvais guère espérer un traitement rapide. Ils prévoyaient de me revoir toutes les semaines pour travailler sans relâche sur mon problème. Quand j'ai rencontré Tony, j'ai tout d'abord été frappé par sa taille. Je rencontre très rarement des gens plus grands que moi. Il devait mesurer 1,98 m et peser près de 115 kilos. Et il était si jeune, si agréable. Nous nous sommes assis, et quand il s'est mis à me poser des questions sur ce dont je souffrais, je me suis senti extrêmement mal à l'aise. Puis il m'a demandé ce que je voulais et comment je voulais changer. J'ai alors eu l'impression que ma phobie se dressait pour se défendre, pour empêcher que ne se produise ce qui pouvait se produire. Mais j'ai commencé à écouter ce que Tony disait, je me suis laissé bercer par le rythme apaisant de sa voix. J'ai alors revécu mes impressions de panique
à l'idée de parler en public. Et soudain, je les ai remplacés par de nouvelles impressions faites de force et de confiance. Tony m'a fait revenir en esprit à un moment où j'étais sur une estrade en train de prononcer un discours réussi. Pendant que je parlais mentalement, il me donnait des points d'ancrage. Les points d'ancrage sont des choses auxquelles je peux faire appel pour renforcer mon audace et ma confiance quand je parle. Tout cela vous sera expliqué dans le livre. Pendant les 3/4 d'heure que dura notre entretien, je suis resté les yeux fermés. De temps à autre, Tony me touchait les genoux et les mains pour me fournir des points d'ancrage physique. Quand cela a été fini, je me suis mis debout. Je ne m'étais jamais senti aussi détendu, aussi calme et paisible. Je n'éprouvais aucune sensation de faiblesse. J'avais désormais suffisamment confiance en moi pour participer, comme on me l'avait demandé, à une émission de la télévision luxembourgeoise qui a une audience potentielle de 450 millions de personnes. Si les méthodes de Tony produisent des résultats aussi extraordinaires sur les autres qu'elles en ont produit sur moi, des gens du monde entier vont pouvoir en profiter. Il y a des individus qui sont alités, l'esprit habité par l'idée de la mort. Leurs médecins leur ont dit qu'ils avaient un cancer et ils en sont tellement bouleversés que leur corps en est envahi par le stress. Or, si la phobie dont je souffrais depuis toujours a pu être éliminée en 1 heure, les méthodes de Tony devraient aussi servir à ceux qui souffrent de toutes sortes de maux psychologiques ou physiques. Eux aussi peuvent être soulagés de leur peur, de leurs tensions et de leurs angoisses. Je pense que nous n'avons plus le droit de perdre de temps. Pourquoi auriez-vous peur de l'eau, de l'altitude, du public, des serpents, des patrons, de l'échec ou de la mort? Je suis libre désormais, et grâce à ce livre, vous pouvez le devenir vous aussi. Mais pouvoir illimité va bien au-delà de l'élimination de la peur, car il apprend au lecteur ce qui déclenche tout comportement humain. En assimilant le contenu de cet ouvrage, vous acquérirez la maîtrise totale de votre esprit et de votre corps, donc de votre vie. La réussite. Rire souvent et beaucoup, mériter le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, gagner l'estime des critiques honnêtes et endurer les trahisons de ceux qui ne sont pas de vrais amis, apprécier la beauté, trouver ce qu'il y a de mieux dans les autres, laisser derrière soi un monde un peu meilleur, par un bel enfant, un jardin fleuri ou une condition sociale moins dure. Savoir qu'une vie seulement a respiré plus facilement grâce à vous. Voilà ce qu'est la réussite. Première partie. Apprendre l'excellence humaine. Chapitre 1. La marchandise des rois. Le grand but de la vie n'est pas le savoir, mais l'action. Thomas Huxley. J'entendais parler de lui depuis plusieurs mois. On disait qu'il était jeune, riche, en bonne santé, heureux, et qu'il avait réussi. Il fallait que je me rende compte par moi-même. Je l'ai examiné attentivement à la sortie du studio de télévision, et au cours des semaines qui ont suivi, je me suis attaché à ses pas, le regardant prodiguer ses conseils à tous, qu'il s'agisse de chefs d'État ou de malades phobiques. Je l'ai vu participer à des débats avec des diététiciens, former des cadres supérieurs et travailler avec des sportifs et des enfants handicapés. Il paraissait incroyablement heureux et très amoureux de sa femme, qui l'accompagnait dans tous ses déplacements aux États-Unis et dans le reste du monde. Et quand le voyage fut terminé, ils reprirent l'avion pour San Diego, où ils comptaient passer quelques jours en famille dans leur château qui domine l'océan Pacifique. Comment se faisait-il que ce gamin de 25 ans, tout juste bachelier, ait pu accomplir tant de choses en si peu de temps? Après tout, c'était un garçon qui, seulement 3 ans plus tôt, habitait encore une garçonnière de 40 mètres carrés où il faisait la vaisselle dans la baignoire. Comment cet individu extrêmement malheureux, qui se trouvait trop gros, qui avait toujours eu beaucoup de difficultés à communiquer avec les autres et dont les perspectives n'étaient guère reluisantes, était-il devenu cet homme posé, plein de santé, capable d'établir des liens intenses avec autrui et dont les possibilités de réussite semblaient illimitées? Tout cela paraissait incroyable, d'autant plus que cet homme, c'était moi. Son histoire
est la mienne. Je ne suis absolument pas en train de dire que mon expérience constitue le seul type de réussite qui existe. Il est bien évident que nous avons tous des idées et des rêves différents sur ce que nous voulons faire de notre vie. En outre, je suis bien conscient que les relations qu'on a, les lieux que l'on fréquente et les biens que l'on possède ne donnent pas la vraie mesure de la réussite personnelle. Pour moi, la réussite, c'est le processus par lequel on s'efforce de devenir plus. C'est la possibilité de se développer sur le plan affectif, social, spirituel, psychologique, intellectuel et matériel, tout en apportant quelque chose de positif aux autres. La route qui mène à la réussite est toujours en construction. C'est un parcours progressif, non un but final à atteindre. L'idée où je veux en venir est simple. En appliquant les principes que vous allez découvrir dans ce livre, j'ai réussi à modifier non seulement ce que je pensais de moi-même, mais aussi ce que je faisais de ma vie, et les changements que j'ai opérés sont à la fois considérables et mesurables. L'objet de ce livre est de partager avec vous ces découvertes qui ont changé toute mon existence. Je forme le vœu sincère que les techniques, la stratégie, le savoir-faire et la philosophie enseignée dans ces pages vous donneront autant de pouvoir qu'ils m'en ont donné à moi. Le pouvoir de transformer magiquement notre vie, en donnant corps aux rêves grandioses que nous abritons tous en nous et qu'il est temps de libérer. Quand je considère la vitesse à laquelle j'ai réussi à transformer mes rêves en une réalité vécue, je ne puis m'empêcher d'éprouver un sentiment presque inconcevable de gratitude et d'effroi. Et je suis certainement loin d'être un cas unique. Le fait est que nous vivons à une époque où des tas de gens parviennent à réaliser des choses merveilleuses du jour au lendemain, à connaître des succès qui auraient été inimaginables aux époques antérieures. Voyez le cas de Steve Jobs. C'était un gosse vêtu de blue jeans, sans un sou en poche, qui a eu l'idée d'un ordinateur domestique et a créé une société figurant parmi les 500 premières d'Amérique plus vite que quiconque avant lui dans le passé. Voyez Ted Turner. Il s'est emparé d'un outil de communication qui venait à peine de voir le jour, la télévision par câble, et a créé un empire. Voyez des gens du show business comme Steven Spielberg ou Bruce Springsteen, ou des hommes d'affaires comme Lee Iacocca ou Ross Perot. Qu'ont-ils d'autre en commun qu'une réussite stupéfiante, prodigieuse? Du pouvoir, tout simplement. Mais quel pouvoir? Car ce mot suscite des réactions affectives très diverses. Pour certaines personnes, le pouvoir a une connotation péjorative. Il y a des gens qui sont assoiffés de pouvoir, d'autres qui se sentent souillés par ce qu'ils considèrent comme quelque chose de vénal et de suspect. Quelle quantité de pouvoir voulez-vous? À quelle quantité de pouvoir estimez-vous avoir droit? Qu'est-ce que le pouvoir signifie vraiment pour vous? Je ne parle pas du pouvoir en termes de conquête ni d'une volonté personnelle qu'il faudrait imposer. Cette sorte de pouvoir dure rarement. Mais vous devez prendre conscience de ce que le pouvoir est une constante humaine. Ou vous élaborez vos idées, ou quelqu'un les élabore à votre place. Ou vous faites ce que vous avez envie de faire, ou vous exécutez les projets d'un autre. Pour moi, le pouvoir ultime est la capacité d'obtenir les résultats qui vous tiennent à cœur et de contribuer au bien des autres par la même occasion. C'est la capacité de changer votre vie, d'élaborer vos idées, de faire en sorte que les circonstances vous soient favorables et non hostiles. Le vrai pouvoir se partage, il ne s'impose pas. Il permet de définir des besoins humains et de les satisfaire, vos besoins et ceux des êtres qui vous sont chers. Grâce à lui, vous dirigez votre royaume personnel, votre activité mentale et votre comportement, de manière à obtenir les résultats précis que vous désirez. Tout au long de l'histoire, le pouvoir qui s'exerce sur les êtres humains a pris des formes différentes et contradictoires. À l'origine, le pouvoir résultait simplement de la physiologie. Celui qui était le plus fort et le plus rapide possédait le pouvoir de diriger sa vie ainsi que la vie de ceux qui l'entouraient. Avec le développement de la civilisation, le pouvoir s'est transmis par héritage. Le roi, qui s'entourait des symboles de son hégémonie, régnait avec une autorité incontestée. Les autres tiraient leur pouvoir de leur lien avec lui. Puis, au début de l'ère industrielle, c'est le capital qui est devenu la source du pouvoir.
Ceux qui y avaient accès dominaient le processus industriel. Tous ces éléments continuent à jouer un rôle. Mieux vaut posséder du capital que n'en point posséder. Mieux vaut avoir de la force physique que de ne pas en avoir. Aujourd'hui, toutefois, c'est le savoir spécialisé qui constitue une des plus grandes sources de pouvoir. Nous vivons à l'ère de l'information. Nous ne sommes plus essentiellement dans une civilisation industrielle, mais dans une civilisation de la communication. Nous sommes à une époque où des idées, des conceptions et des courants nouveaux modifient le monde presque quotidiennement, qu'ils soient fondamentaux, comme la physique quantique, ou triviaux, comme le hamburger le mieux vendu. S'il y a une chose qui caractérise le monde moderne, c'est le flux massif, presque inimaginable, d'informations, et par conséquent de changements. Grâce aux livres, aux films, à la télévision ou aux puces informatiques, cette information nous parvient sous la forme d'une avalanche de données à voir, à entendre et à sentir. Dans notre société, ceux qui possèdent l'information et les moyens de la communiquer disposent de ce dont le roi disposait, un pouvoir illimité. Comme a pu l'écrire John Galbraith, l'argent était le combustible de la société industrielle. Mais dans la société d'information, le combustible, le pouvoir, c'est le savoir. On voit désormais apparaître une nouvelle structure de classe répartie entre ceux qui possèdent l'information et ceux qui doivent fonctionner à partir de l'ignorance. Cette nouvelle classe tient son pouvoir non pas de l'argent ni de la terre, mais du savoir. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la clé du pouvoir est à la disposition de tous. À l'époque médiévale, si l'on n'était pas roi, on risquait d'avoir beaucoup de mal à le devenir. Au début de la révolution industrielle, si l'on ne possédait pas de capital, les chances d'en amasser étaient extrêmement minces. Mais aujourd'hui, n'importe quel garnement en blue jean peut créer une société qui transformera le monde. Désormais, l'information est la marchandise des rois. Ceux qui ont accès à certaines formes de savoir spécialisés peuvent se transformer eux-mêmes et, dans une large mesure, transformer notre monde. Cela nous amène à une question évidente. Il est certain qu'aux États-Unis, les différents savoirs spécialisés qui peuvent jouer sur la qualité de notre vie sont accessibles à n'importe qui. On les trouve dans toutes les librairies, tous les magasins de vidéos, toutes les bibliothèques. On peut les obtenir grâce à des conférences, des stages et des cours. Et qui n'a pas envie de réussir? La liste des best-sellers est pleine de recettes qui garantissent l'accomplissement individuel. Chef d'entreprise en 1 minute, à la recherche de l'accomplissement, ce que vous n'apprendrez pas dans les grandes écoles de commerce, les méga tendances, le tremplin vers l'infini. Et je pourrais continuer. L'information est donc disponible. On se demande alors pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats fabuleux alors que d'autres se contentent de végéter. Pourquoi ne sommes-nous pas tous doués de pouvoir, heureux, riches, en bonne santé? Pourquoi ne réussissons-nous pas tous dans la vie? La raison en est que même à l'ère de l'information ne suffit pas. Si nous n'avions besoin que d'idées et de propositions constructives, nous aurions tous eu un poney quand nous étions enfants, et nous aurions tous à présent la vie dont nous avons toujours rêvé. L'action est ce qui crée toutes les grandes réussites. L'action est ce qui donne des résultats. Le savoir n'est qu'un pouvoir potentiel jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de celui qui sait comment se mettre en condition de prendre des mesures efficaces. En fait, la définition littérale du mot « pouvoir » est « capacité d'agir ». Nous nous laissons piéger mentalement quand nous croyons que les gens doivent leur réussite à un don particulier. Car lorsque nous y regardons de plus près, nous nous apercevons que tous ceux qui connaissent un succès exceptionnel ont un trait commun. Ils savent avant tout se mettre en état d'agir. Ce don, n'importe lequel d'entre nous peut le développer. D'autres, après tout, en savaient autant que Steve Jobs sur l'informatique. D'autres auraient pu prévoir comme Ted Turner le potentiel économique énorme du câble. Mais Turner et Jobs ont su agir, et ce faisant, ils ont transformé le rapport qu'ont beaucoup d'entre nous avec le monde. Ce que nous faisons dans la vie est déterminé par la façon dont nous communiquons avec nous-mêmes. Dans le monde moderne, la qualité de la vie dépend de la qualité de notre communication.
Nous produisons tous deux types de communication qui modèlent notre rapport à l'existence. Tout d'abord, nous établissons des communications internes, les choses que nous imaginons et que nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes. Ensuite, nous établissons des communications externes, mots, intonations, expressions du visage, posture du corps et actions physiques par lesquelles nous communiquons avec le monde. Toute communication que nous émettons est une action, une cause mise en mouvement. Et toutes les communications produisent un effet sur nous-mêmes et sur les autres. La communication est un pouvoir. Ceux qui en maîtrisent l'emploi peuvent modifier la notion qu'ils ont du monde et la notion que le monde a d'eux. Tous les comportements, toutes les sensations s'enracinent dans une forme quelconque de communication. Ce sont ceux qui savent utiliser cet instrument de pouvoir qui jouent sur les pensées, les sentiments et les actions des autres. Voyez les individus qui ont transformé le monde. John Kennedy, Thomas Jefferson, Martin Luther King, Franklin Roosevelt, Winston Churchill, le Mahatma Gandhi. Dans un registre plus sinistre, voyez Hitler. Ces personnages avaient en commun d'être des maîtres de la communication. Ils furent capables de formuler un projet, que ce soit d'envoyer des gens dans l'espace ou de créer un État fondé sur la haine, le Troisième Reich, et réussirent à réunir un tel consensus autour de leur projet qu'ils influèrent sur la manière de penser et d'agir des masses. Grâce à leur pouvoir de communication, ils transformèrent le monde. N'est-ce pas en fait cela aussi qui place un Spielberg, un Springsteen, un Iacocca, une Fonda ou un Reagan en marge des autres? Ne sont-ils pas passés maîtres dans le maniement de cet outil qu'est la communication? Or, cet outil qui leur permet de mettre les masses en mouvement est aussi celui dont nous avons besoin pour nous pousser nous-mêmes à agir. Notre niveau de maîtrise de la communication avec le monde extérieur déterminera notre niveau de réussite avec les autres, sur le plan personnel, affectif, social et financier. Qui plus est, le niveau de réussite auquel vous accédez intérieurement, bonheur, joie, extase, amour ou n'importe quel autre de vos désirs, résulte directement de votre façon de communiquer avec vous-même. La manière dont vous vous sentez ne provient pas de ce qui se passe dans votre vie, elle n'est que l'interprétation que vous donnez de ce qui vous arrive. Certaines situations, c'est évident, conduisent plus facilement à une interprétation positive ou négative, mais il est important de se rappeler que nous pouvons contrôler le processus d'interprétation et agir du même coup sur ce que nous éprouvons et ce que nous faisons. L'exemple des gens qui réussissent nous montre toujours que la qualité de leur vie n'est pas déterminée par ce qui leur arrive, mais par ce qu'ils font en réaction à ce qui leur arrive. Suivant la façon dont vous avez choisi de percevoir la vie, c'est vous qui décidez de vos réactions mentales et de vos actes. Rien n'a de sens en dehors du sens qu'on lui donne. Nous avons pour la plupart branché ce processus d'interprétation en mode automatique. Mais nous pouvons toujours récupérer ce pouvoir et modifier immédiatement notre façon de vivre les choses. Ce livre traite de mesures efficaces, ciblées, cohérentes, qui permettent, lorsqu'on les prend, d'obtenir des résultats époustouflants. Si je devais vous expliquer en 3 mots de quoi traite ce livre, je dirais « donner des résultats ». Réfléchissez-y. Est-ce vraiment cela qui vous intéresse? Désirez-vous changer ce que vous pensez de vous-même et du monde? Désirez-vous devenir un meilleur communicateur, mieux aimer les autres, apprendre plus vite, avoir une meilleure santé ou gagner plus d'argent? Et si c'est le cas, il vous est possible d'y arriver seul, et même d'aller beaucoup plus loin. Il vous suffit pour cela d'utiliser correctement le contenu de ce livre. Toutefois, avant d'obtenir de nouveaux résultats, vous devez d'abord prendre conscience que vous obtenez déjà des résultats. Ce ne sont peut-être pas ceux que vous souhaitez. La plupart d'entre nous rattachent l'essentiel de ce qui se produit dans leur esprit à des phénomènes incontrôlables. Mais, à la vérité, on peut contrôler son activité mentale et son comportement à un point que vous n'avez jamais imaginé. Pourtant, quand vous êtes déprimé, c'est vous qui produisez cette mise en scène que vous appelez dépression. Quand vous êtes en pleine forme, c'est aussi le fruit de votre création. Il faut se rappeler que les états comme la dépression ne vous arrivent pas de l'extérieur. La dépression,
Ça ne s'attrape pas. C'est vous qui l'a créé, comme tout ce que vous produisez dans votre vie, au moyen d'actions physiques et mentales spécifiques. Pour être déprimé, il vous faut concevoir votre vie d'une manière déterminée. Vous devez vous dire des choses à vous-même sur le ton de voix qui convient. Vous devez adopter une attitude corporelle et une manière de respirer particulière. Laisser tomber ses épaules et baisser légèrement les yeux aide par exemple énormément à se sentir déprimé. Et il en va de même si vous parlez avec un ton de voix triste et que vous imaginiez les pires scénarios possibles concernant l'avenir. Si vous bouleversez votre équilibre biochimique en vous nourrissant mal, en abusant de l'alcool ou en absorbant des drogues, vous faites baisser le taux de sucre de votre sang et garantissez potentiellement l'apparition de la dépression. Tout ce que je cherche à montrer ici, c'est que la création d'une dépression réclame des efforts et requiert des mesures bien particulières. Cependant, certaines personnes créent cet état si souvent qu'il leur est facile de le reproduire. En fait, ils relient généralement ce schéma de communication interne à toutes sortes d'événements extérieurs. Certaines personnes en retirent tellement de gratification secondaire, attention des autres, compassion, amour, etc., qu'ils finissent par faire de ce mode de communication leur façon normale de vivre. D'autres ont vécu dans cet état pendant si longtemps qu'ils s'y trouvent effectivement bien. Ils s'y identifient. Cela n'empêche pas qu'il nous est possible de modifier nos actions mentales et physiques et par conséquent nos sensations et nos comportements. Vous pouvez atteindre l'extase en adoptant brusquement le point de vue qui provoque cette sensation. Faire apparaître dans votre esprit les images qui provoquent ce sentiment. Modifiez le ton et le contenu du dialogue interne que vous avez avec vous-même. Adoptez des postures physiques et des modes respiratoires qui créent cet état dans votre corps. Et vous y êtes. Vous éprouverez une sensation d'extase. Si vous voulez vous montrer bienveillant, il vous suffira de modifier vos actions mentales et physiques afin qu'elles correspondent à celles qu'exige l'état de bienveillance. Il en va de même pour l'amour ou tout autre sentiment. On peut assimiler au travail d'un metteur en scène le processus qui consiste à produire des états affectifs en gérant sa communication interne. Pour obtenir les effets qu'il recherche, le réalisateur d'un film manipule ce que vous voyez et entendez. S'il veut que vous ayez peur, il pourra par exemple augmenter le son et projeter tel effet spécial sur l'écran au bon moment. S'il veut susciter chez vous la rêverie, il agira sur la musique, l'éclairage et tout ce qui peut contribuer à cet effet. Un réalisateur peut créer une tragédie ou une comédie à partir du même événement, selon la façon dont il choisit de traiter cet événement. Or, vous pouvez faire la même chose sur l'écran de votre esprit. Vous pouvez diriger votre activité mentale, qui est le fondement de toute action physique, avec autant d'efficacité et de facilité. Montez le son et l'éclairage des messages positifs qui circulent dans votre cerveau et mettre les messages négatifs en veilleuse. En somme, vous pouvez diriger votre cerveau avec autant de brio qu'en déploie Spielberg ou Scorsese pour monter une de leurs scènes. Certains éléments de ce qui va suivre vont vous sembler difficiles à croire. Vous n'imaginez sans doute même pas qu'il existe une façon de regarder les gens permettant de savoir exactement ce qu'ils pensent, ni que l'on peut mobiliser à volonté ses ressources les plus puissantes. Mais si vous aviez annoncé il y a un siècle que les hommes iraient sur la Lune, on vous aurait pris pour un fou. Si vous aviez dit qu'il serait possible de se rendre d'un bout à l'autre des États-Unis en 5 heures, on vous aurait qualifié de doux rêveur. Pourtant, il a suffi de maîtriser certaines techniques et de comprendre les lois de l'aérodynamique pour que ces exploits deviennent réalisables. Il existe même un constructeur aéronautique qui travaille sur un véhicule devant être capable, d'ici 10 ans, de conduire des passagers de New York à Los Angeles en 12 minutes. Les individus qui atteignent le sommet de la réussite suivent un chemin logique pour y parvenir. C'est ce que j'appelle la formule fondamentale de la réussite. La première étape de cette formule consiste à savoir où l'on veut aboutir, c'est-à-dire définir précisément ce que l'on veut. La seconde étape consiste à agir, sinon vos désirs resteront toujours des rêves. Vous devez prendre les mesures qui, selon vous, offriront la meilleure possibilité de produire l'effet recherché. Or, les mesures que nous prenons
ne produisent pas toujours les effets désirés. Aussi, la troisième étape consiste-t-elle à développer une acuité sensorielle permettant d'identifier les réactions et les effets engendrés par votre action et de reconnaître aussi vite que possible si cette action vous rapproche de votre but ou si elle vous en éloigne. Vous devez savoir ce que produit votre action, que ce soit les paroles que vous prononcez dans une conversation ou vos habitudes quotidiennes. Si ce que vous obtenez ne correspond pas à ce que vous voulez, vous devrez noter quels sont les effets que votre action a produits afin que cela vous serve d'expérience. Et c'est alors que vous parviendrez à la quatrième étape. Acquérir assez de souplesse pour modifier votre comportement jusqu'à obtention du résultat désiré. Si vous observez les gens qui ont réussi, vous constaterez qu'ils ont suivi ces étapes. Ils ont commencé par définir une cible, car sans but, pas de tir au but. Ils ont ensuite agi, car connaître son but ne suffit pas. Ils ont été capables d'identifier la réaction qu'ils obtenaient. Et ils n'ont cessé de s'adapter, de modifier leur comportement jusqu'à ce qu'ils trouvent celui qui fonctionnait efficacement. Tout effort discipliné offre une récompense multiple. Jim Rohn. Voyez le cas de Steven Spielberg. À l'âge de 36 ans, il est devenu le cinéaste le plus célèbre de tous les temps. Il est déjà l'auteur de 4 des 10 films les plus diffusés au monde, dont E.T., l'extraterrestre, film qui a battu tous les records d'audience jamais atteints. Comment est-il parvenu là si jeune? C'est une histoire remarquable. Depuis l'âge de 12 ou 13 ans, Spielberg savait qu'il voulait devenir metteur en scène de cinéma. Mais sa vie changea en un après-midi, au cours duquel il participa à la visite organisée des studios de la compagnie Universal. Il avait alors 17 ans. Le programme ne prévoyait cependant pas la visite des plateaux où se passent les choses intéressantes. Sachant cela, Spielberg décida de passer à l'action. Il faut s'accompagner à tout le monde afin d'assister à un vrai tournage et finit par rencontrer le responsable du service des scénarios qui bavarda avec lui pendant 1 heure et manifesta de l'intérêt pour ses projets de film. Avec n'importe qui, l'histoire se serait arrêtée là. Mais Spielberg n'était pas n'importe qui. Il possédait un pouvoir personnel. Il savait ce qu'il voulait. Sa première visite lui ayant servi de leçon, il changea sa façon d'agir. Le lendemain, il mit un costume, emprunta la mallette de son père où il ne mit qu'un sandwich et 2 barres de chocolat, et il retourna au studio. Faisant comme s'il était de la maison, il franchit le poste de garde d'un air décidé. Une fois sur place, il avisa une caravane abandonnée et, à l'aide de lettres en plastique, il inscrivit sur la porte « Steven Spielberg, réalisateur ». Puis, il passa l'été à rencontrer des metteurs en scène, des écrivains, des scénaristes, à traîner à la lisière de ce monde qui le fascinait, à tirer profit de la moindre conversation, à observer et développer une acuité sensorielle de plus en plus vive à l'égard de tout ce qui touchait au cinéma. Finalement, à l'âge de 20 ans, il était déjà devenu un familier des studios, ce qui lui permit de montrer à Universal un petit film qu'il avait réalisé avec les moyens du bord, et on lui offrit alors de signer un contrat de 7 ans pour la réalisation de feuilletons télévisés. Son rêve était devenu réalité. Spielberg avait-il appliqué la formule fondamentale de la réussite? Sans aucun doute. Il possédait ce don particulier, savoir ce qu'il voulait. Il savait quand son action le rapprochait ou l'éloignait de son but, et il possédait cette souplesse qui permet de modifier son comportement de manière à obtenir ce que l'on veut. D'ailleurs, tous ceux qui réussissent font la même chose. Ils ne cessent de s'adapter jusqu'à ce qu'ils aient la vie qu'ils souhaitaient. Voyez Barbara Black, recteur de la faculté de droit de l'Université de Columbia. Elle avait rêvé d'occuper ce poste un jour. Étudiante, elle s'était lancée dans ce domaine encore largement dominé par les hommes, le droit, et avait décroché le diplôme de Columbia. Puis, elle avait décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pour se fixer un autre but, fonder un foyer. 9 ans plus tard, elle estimait qu'elle était de nouveau prête à poursuivre sa carrière, s'inscrivait à un cours de 3e cycle à Yale et acquérait les compétences d'enseignante, de chercheuse et d'écrivain qui devaient l'amener à occuper le poste dont elle avait toujours eu envie. Elle avait élargi l'horizon de ses convictions, changé sa façon de voir les choses et réussi à combiner la poursuite de 2 objectifs. Et elle est maintenant recteure d'une des facultés de droit
les plus prestigieuses des États-Unis. Elle a su sortir du moule conventionnel et a montré qu'il était possible de le faire à tous les niveaux. A-t-elle appliqué la formule fondamentale de la réussite? Bien entendu. Sachant ce qu'elle voulait, elle a essayé une solution et quand ça ne donnait rien, n'a cessé de s'adapter jusqu'à trouver l'équilibre entre ses différentes raisons de vivre. Et outre ses fonctions à la tête d'une importante université, elle remplit parfaitement ses rôles de mère et de maîtresse de maison. Autre exemple. Savez-vous comment le colonel Sanders a bâti l'empire qui a fait de lui un millionnaire tout en bouleversant les habitudes gastronomiques d'une nation? Quand il a commencé, il n'était qu'un simple retraité qui connaissait une recette de poulet frit. Un point c'est tout. Il avait eu un petit restaurant qui allait droit à la faillite depuis que l'on avait détourné la route au bord de laquelle il se trouvait. Mais lorsqu'il reçut son premier chèque du chômage, il décida de voir s'il ne pourrait pas gagner un peu d'argent en vendant sa recette. Il pensa tout d'abord à la vendre à des restaurateurs, contre un pourcentage sur leurs bénéfices. Ce n'est peut-être pas la solution la plus réaliste pour fonder une affaire. Et le fait est qu'il ne fut pas propulsé immédiatement au firmament de la célébrité. Il sillonnait le pays en tous sens, dormant dans sa voiture, essayant de trouver quelqu'un qui fût prêt à le soutenir. Il sonnait à toutes les portes, modifiait son projet à chaque instant. 1000 fois on lui ferma la porte au nez, jusqu'au jour où le miracle se produisit. Quelqu'un lui dit « Oui, le colonel était lancé ». Combien d'entre vous connaissent une recette de cuisine? Combien d'entre vous ont la force physique et le charisme d'un vieil homme râblé, vêtu d'un complet blanc? Beaucoup. Mais le colonel Sanders a fait fortune parce qu'il possédait la capacité de prendre le taureau par les cornes et d'agir avec détermination. Il possédait ce pouvoir personnel nécessaire pour atteindre le but recherché. Il possédait cette capacité de s'entendre répondre non 1 millier de fois et de continuer à communiquer avec lui-même de manière à se convaincre de frapper à la porte suivante, avec la certitude qu'elle pouvait être celle où on lui dirait oui. Tout ce que contient ce livre vise à fournir à votre cerveau les signaux qui vous donneront le pouvoir d'agir de la manière la plus efficace possible. Je dirige presque chaque semaine un séminaire de 4 jours appelé « La révolution de l'esprit ». Dans ce séminaire, nous enseignons toutes sortes de choses, depuis la façon de faire fonctionner son cerveau le plus efficacement possible, jusqu'à la manière de se nourrir, de respirer et faire de la gymnastique afin de développer au maximum son énergie personnelle. De la peur au pouvoir, tel est le titre que nous avons donné à la première soirée de ce séminaire, qui a pour but d'apprendre aux gens à agir au lieu de se laisser arrêter par la peur. Et le 4e jour, nous leur offrons la possibilité de marcher sur le feu, c'est-à-dire de franchir pieds nus 4 mètres de charbons ardents dont la température varie entre 650 et 1100 degrés. Dans les groupes avancés, il y a même des gens qui traversent parfois des lits de braise de près de 15 mètres de long. La fascination des médias pour la marche sur le feu a, j'en ai peur, détourné le sens de mon message. L'objectif n'est pas de marcher sur le feu. Autant savoir tout de suite qu'il n'y a pas grand-chose à retirer sur le plan économique ou social d'une déambulation extatique sur une couche de charbons ardents. La marche sur le feu est une expérience de pouvoir personnel, un exemple des possibilités que nous recelons en nous et une occasion d'obtenir des résultats qu'on avait cru jusque-là inaccessibles. Depuis des milliers d'années, les hommes pratiquent diverses formes de marche sur le feu. Dans certaines parties du monde, c'est un acte mystique. Quand je dirige une marche sur le feu, cela ne correspond pas à une pratique religieuse au sens habituel du terme, mais c'est une expérience de croyance. Cela montre aux gens de la manière la plus physique qui soit qu'ils peuvent changer, croître, grandir, faire des choses qu'ils n'auraient jamais cru possibles. Cela leur apprend que leurs plus grandes peurs et leurs limites ne leur sont imposées que par eux-mêmes. La question de savoir si vous pouvez marcher sur le feu ou non tient à votre capacité de communiquer avec vous-même d'une manière qui vous conduise à agir, malgré toutes les peurs programmées en vous devant ce qui peut arriver. La leçon est simple. Vous pouvez faire quasiment tout ce que vous voulez, du moment que vous réussissez à mobiliser les ressources vous permettant de croire à ce que vous voulez faire et de prendre les mesures utiles.
Tout cela aboutit à une idée simple. Le succès n'arrive pas par hasard. La différence entre ceux qui obtiennent des résultats positifs et ceux qui n'en obtiennent pas ne tient pas à un vulgaire coup de dé. Il existe des schémas d'action cohérents, logiques, des voies spéciales qui mènent à la réussite et sont à la portée de nous tous. Nous sommes capables de libérer la magie que nous recelons en nous. Nous devons simplement apprendre à nous mettre en état d'utiliser notre esprit et notre corps de la manière la plus puissante et la plus féconde possible. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'un Spielberg ou un Springsteen pouvaient bien avoir en commun? Ce que partageaient John Kennedy et Martin Luther King pour toucher autant de monde d'une manière aussi profonde? Qu'est-ce qui place Ted ou Tina Turner à part? Sans parler de Pete Rose ou de Ronald Reagan. La capacité de prendre les mesures efficaces pour réaliser leurs rêves. Mais qu'est-ce qui leur a permis de continuer, jour après jour, à mettre tout ce qu'ils possédaient dans tout ce qu'ils faisaient? Certes, il y a à cela de nombreux facteurs. Je crois toutefois qu'il existe 7 traits fondamentaux qu'ils ont tous cultivés, 7 caractéristiques qui les ont conduits à faire ce qu'il fallait pour réussir. Il s'agit des 7 mécanismes de base susceptibles de vous assurer le succès à vous aussi. Trait numéro 1, la passion. Tous ces individus se sont découverts une raison dévorante, dynamisante, presque obsédante, de faire plus, de se dépasser, de se surpasser. Elle leur a donné l'énergie nécessaire pour capter leur vrai potentiel. C'est la passion qui a poussé un Pete Rose à foncer tête la première chaque fois qu'il le fallait. C'est la passion qui distingue les actions d'un Ted Turner de celles de tant d'autres. C'est la passion qui conduit des informaticiens à consacrer des années de labeur pour opérer ces percées scientifiques qui ont permis à des hommes et à des femmes de se lancer dans l'espace et d'en revenir. C'est la passion qui pousse certains à se coucher tard et à se lever tôt. C'est de passion dont les gens ont envie dans leurs relations. La passion donne à la vie sa force, son sens et son piment. Pas d'aspiration grandiose sans passion, qu'il s'agisse de celle d'un athlète, d'un artiste, d'un savant, d'un parent ou d'un homme d'affaires. Nous verrons plus loin, au chapitre 11, comment libérer la force intérieure qui fait naître la passion. Trait numéro 2, la conviction. Tous les ouvrages religieux de la planète parlent du pouvoir de la foi et de la conviction. Ce sont leurs convictions intérieures qui distinguent en grande partie ceux qui accomplissent une œuvre de ceux qui ne font rien. Les convictions que nous possédons sur ce que nous sommes et ce que nous pouvons devenir déterminent avec précision ce que nous serons. Si nous croyons à la magie, nous aurons une vie magique. Si nous pensons que notre vie est limitée, nous donnons aussitôt une réalité à ses limites. Ce que nous croyons vrai, ce que nous croyons possible, devient vrai et possible. Ce livre vous fournit un moyen scientifique de transformer rapidement vos convictions afin qu'elles vous aident à réaliser vos désirs les plus chers. Beaucoup de gens sont passionnés, mais à cause des limites qu'ils croient leurs, ils n'agissent jamais de façon à ce que leurs rêves se réalisent. Les individus qui réussissent savent ce qu'ils veulent et ont la conviction qu'ils peuvent l'obtenir. Nous verrons au chapitre 4 et 5 ce que sont les convictions et comment s'en servir. Trait numéro 3. La stratégie. La passion et la conviction fournissent la force de propulsion qui conduit à la réussite. Mais cette force de propulsion ne suffit pas. Si c'était le cas, on se contenterait d'approvisionner les fusées en carburant et de les lancer à l'aveuglette dans l'espace. Outre le carburant, il faut une direction. La notion d'une progression logique. Pour réussir à atteindre notre but, nous avons besoin d'une stratégie. J'appelle stratégie la façon dont nous utilisons nos ressources. Quand Steven Spielberg a décidé de devenir cinéaste, il a tracé un itinéraire qui devait le conduire vers l'empire qu'il avait décidé de conquérir. Il a déterminé ce qu'il désirait apprendre, qui il voulait rencontrer et ce qu'il devait faire. Il avait une passion et une conviction. Mais il avait aussi la stratégie qui devait lui permettre d'en tirer le meilleur profit. Ronald Reagan a mis au point un certain nombre de stratégies de communication qu'il utilise de manière systématique pour obtenir ce qu'il désire.
Tous les grands comiques, hommes politiques ou chefs d'entreprise, savent qu'il ne suffit pas d'avoir des ressources pour réussir. Il faut utiliser ces ressources de la manière la plus efficace possible. Avoir une stratégie, c'est admettre que les meilleurs talents et les plus grandes ambitions doivent aussi trouver le meilleur chemin. On peut ouvrir une porte en la défonçant ou trouver la clé qui permet de l'ouvrir sans l'abîmer. Nous étudierons les stratégies qui engendrent la réussite au chapitre 7 et 8. Trait numéro 4. La clarté des valeurs. Quand on évoque les qualités humaines qui font un grand peuple, on pense au patriotisme, à la fierté, à la tolérance et à l'amour de la liberté. C'est ce qu'on appelle ces valeurs. Les valeurs sont en effet les jugements fondamentaux d'ordre éthique, moral ou pratique que nous portons sur ce qui compte vraiment. Elles constituent un ensemble de convictions sur ce que nous jugeons bien ou mal dans notre vie, de raisons que nous nous donnons pour penser que la vie vaut d'être vécue. Or, beaucoup de gens n'ont pas une idée claire de ce qu'ils estiment important. Souvent, des individus font des choses dont ils ne sont pas contents pour la simple raison qu'ils ne veulent pas s'avouer ce qu'inconsciemment ils jugent bien ou mal pour eux-mêmes et pour les autres. Lorsqu'on observe les grandes réussites, on constate presque toujours qu'elles sont le fait d'individus qui avaient une idée précise de ce qu'ils jugeaient important. Voyez Ronald Reagan, John Kennedy, Martin Luther King Jr., John Wayne, Jane Fonda. Ils avaient tous des conceptions différentes, mais ce qu'ils avaient en commun, c'est un fondement moral, une notion claire de ce qu'ils étaient et de leur raison d'agir. La connaissance des valeurs auxquelles on est attaché est un des éléments les plus féconds dans la poursuite de la réussite. Nous étudierons cette question des valeurs au chapitre 18. Comme vous l'avez sans doute remarqué, tous ces traits sont complémentaires les uns des autres. La passion est-elle influencée par les convictions? Évidemment. Plus nous sommes convaincus de pouvoir mener une entreprise à bien, plus nous sommes prêts à nous consacrer à cette tâche. La conviction suffit-elle à elle seule pour parvenir à la réussite? C'est certes un bon début, mais si vous êtes convaincu que vous allez assister à un lever de soleil et que pour atteindre cet objectif, vous vous précipitez vers l'ouest, vous risquez d'être déçu. La stratégie qui conduit au succès change-t-elle selon nos valeurs? Poser la question, c'est y répondre. Si votre stratégie de réussite exige que vous fassiez des choses qui ne correspondent pas à vos certitudes inconscientes sur ce qui est bien et ce qui est mal, la meilleure stratégie du monde ne donnera rien. On rencontre fréquemment ce cas chez les individus qui commencent par réussir et finissent par saboter leur propre réussite. Le problème vient de ce qu'il existe un conflit intérieur entre les valeurs de l'individu et ses stratégies. De la même manière, les 4 éléments que nous venons d'examiner sont inséparables du trait numéro 5, l'énergie. L'énergie peut être cette façon ravageuse, gaie, de s'impliquer comme un Bruce Springsteen ou une Tina Turner. Cela peut être le dynamique esprit d'entreprise d'un Steve Jobs ou d'un Ted Turner. Cela peut être la vitalité d'un Ronald Reagan ou d'une Katharine Hepburn. Il est en effet presque impossible de se diriger vers la réussite d'un pas nonchalant. Les gens qui réussissent profitent des occasions ou les suscitent. Ils vivent comme s'ils étaient obsédés par l'éventualité qu'une occasion extraordinaire s'offre à eux chaque jour et par l'idée que la seule chose dont tout le monde manque, c'est le temps. Il existe sur cette terre beaucoup de gens qui ont une passion à laquelle ils croient. Ils connaissent la stratégie qui permettrait de l'assouvir, et leur passion est en accord avec les valeurs auxquelles ils sont attachés. Mais il leur manque la vitalité physique nécessaire pour agir à bon escient. Une grande réussite est inséparable de l'énergie physique, intellectuelle et spirituelle qui permet de tirer le meilleur parti de ce que nous avons entre les mains. Au chapitre 9 et 10, nous découvrirons et apprendrons à utiliser les outils qui permettent d'augmenter immédiatement le ressort physique. Trait numéro 6. L'art de se lier. Presque tous les êtres qui réussissent ont en commun une extraordinaire capacité de se lier aux autres, ce don d'entrer en relation avec les gens, quelles que soient leurs origines sociales et leurs idées. On rencontre certes de temps en temps un savant fou qui invente un objet qui transforme le monde. Mais
Si ce génie passe le plus clair de son temps dans un désert de solitude, il réussira dans un domaine, mais échouera dans beaucoup d'autres. Ceux qui ont connu de grandes réussites, les Kennedy, Luther King, Reagan, Gandhi, possédaient tous cette capacité de susciter des liens les unissant à des millions d'autres personnes. La plus grande réussite ne se produit pas sur la scène mondiale, elle se produit dans les replis les plus cachés de votre cœur. Au fond de soi, chacun éprouve le besoin d'établir des liens d'amour durables avec autrui. Faute de cela, toute réussite, tout accomplissement reste vide. Nous en apprendrons plus sur cette question au chapitre 13. Le dernier trait, essentiel, est une caractéristique dont nous avons déjà parlé plus haut. Trait numéro 7, la maîtrise de la communication. Ce sujet constitue l'essence de ce livre. Notre façon de communiquer avec les autres et avec nous-mêmes détermine en dernier ressort la qualité de notre vie. Les gens qui réussissent ont appris à relever tous les défis et à se communiquer cette expérience à eux-mêmes d'une manière qui les conduit à changer les choses dans le sens de la réussite. Les gens qui échouent subissent l'adversité et acceptent les limites que cette dernière leur impose. Les êtres qui modèlent notre vie et notre culture sont aussi des maîtres de la communication extérieure. Ce qu'ils ont en commun, c'est la capacité de communiquer une vision, une quête, une joie ou une mission. La maîtrise de la communication, c'est ce qui fait un grand artiste, un grand homme politique, un grand professeur ou un parent merveilleux. D'une manière ou d'une autre, presque tous les chapitres de ce livre concernent la communication, l'art de combler des fossés, d'ouvrir de nouvelles voies, de partager de nouvelles visions. La première partie de cet ouvrage vous montrera comment prendre en charge et gérer votre esprit et votre corps avec une efficacité jamais atteinte auparavant. Nous travaillerons sur des facteurs qui touchent à la manière dont vous communiquez avec vous-même. Dans la deuxième partie, nous étudierons comment découvrir ce que vous attendez vraiment de la vie, comment communiquer plus efficacement avec les autres et comment être en mesure d'anticiper les types de comportements qu'adoptent systématiquement certaines catégories de personnes. La troisième partie examine dans une perspective plus globale notre comportement, nos motivations et ce que nous pouvons accomplir au niveau non plus personnel, mais général. Elle traite de l'utilisation des talents que vous avez cultivés pour devenir un meneur d'hommes. Quand j'ai écrit ce livre, mon objectif était de réaliser un manuel du développement humain, un ouvrage bourré de tout ce qu'il y a de mieux et de plus récent en matière de techniques de transformation de l'homme. Je voulais vous armer des savoir-faire et des stratégies vous permettant de changer tout ce que vous vouliez changer, plus vite que vous n'aviez jamais imaginé pouvoir le faire. Je voulais vous donner la possibilité très concrète d'améliorer la qualité de votre vie. Je voulais aussi rédiger un ouvrage auquel vous pourriez revenir continuellement et dans lequel vous trouveriez toujours quelque chose d'utile. J'étais conscient que tous les sujets que je désirais aborder auraient pu faire chacun l'objet d'un livre. Mais je voulais toutefois vous fournir une information complète, un outil qui puisse vous servir dans tous les domaines. J'espère que ce livre sera pour vous tout cela à la fois. Quand le manuscrit en a été achevé, les commentaires des premiers lecteurs ont été très encourageants, sauf sur un point. Plusieurs personnes m'ont dit en effet « Vous avez fait 2 livres en un, pourquoi ne pas le couper en 2, publier le premier maintenant et faire paraître l'autre comme une suite 1 an plus tard ?» Mon but était de fournir au lecteur une information de qualité aussi abondante que possible et le plus vite possible. Je ne voulais pas vous transmettre ce savoir-faire au compte-gouttes. En outre, ayant appris par diverses enquêtes que moins de 10% des acheteurs de livres poussaient leur lecture au-delà du premier chapitre, je craignais que certaines personnes ne s'arrêtent avant les parties que je juge les plus intéressantes. Tout d'abord, j'ai refusé de croire à ce chiffre. Puis, je me suis rappelé que moins de 3% des Américains jouissent d'une relative indépendance financière, que moins de 10% d'entre eux se sont fixés des buts à atteindre, que seulement 35% des femmes et une proportion encore moindre des hommes estiment qu'elles sont en bonne condition physique, et enfin qu'un mariage sur 2 aboutit à un divorce. Il y a donc en somme très peu de gens qui mènent la vie dont ils avaient rêvé. Pourquoi ? Parce qu'y parvenir
exige un effort systématique, une action soutenue. On demandait un jour à Bunker Hunt, le milliardaire du pétrole texan, s'il avait un conseil à donner aux gens qui veulent réussir. Il répondit que la réussite était une chose simple. Premièrement, choisir ce qu'on veut avec précision. Deuxièmement, décider qu'on est prêt à payer le prix pour l'avoir. Et payer ce prix. Si vous ne franchissez pas ce deuxième pas, vous n'obtiendrez jamais ce que vous désirez à long terme. Pour désigner ceux qui savent ce qu'ils veulent et sont prêts à payer le prix pour l'obtenir, j'emploie volontiers l'expression « la minorité qui agit » par opposition à la majorité qui parle. Aussi, en vous invitant à jouer avec les données de ce livre, à les lire de bout en bout, à partager avec d'autres ce que vous aurez appris et à en retirer 1000 satisfactions, je suis bien conscient de vous lancer un défi. Saurez-vous le relever? J'ai mis l'accent dans ce chapitre sur la primauté de l'action. Mais il existe de nombreuses manières d'agir. Elles relèvent pour la plupart du coup par coup. Beaucoup de gens qui ont connu une grande réussite la doivent à ce qu'ils ont su s'adapter et se réadapter un nombre de fois incalculable jusqu'à ce qu'ils aient obtenu ce qu'ils cherchaient. La méthode du coup par coup est excellente, sauf sur un point. Elle demande une énorme quantité de la seule ressource dont personne n'aura jamais trop, le temps. Et s'il existait un moyen d'agir en accélérant la phase de l'apprentissage? Et si je parvenais à vous enseigner ce que les gens ayant réussi ont appris avant vous? Et si vous pouviez découvrir en quelques minutes ce que certains ont mis des années à perfectionner? Le moyen d'y parvenir consiste à se modeler sur les autres, à reproduire exactement leur conduite exemplaire. Mais que font-ils qui les placent en marge de tous ceux qui se contentent de rêver de la réussite? C'est ce que nous allons voir maintenant. Chapitre 2. Le détail qui change tout. Il y a dans la vie quelque chose de curieux. Quand on refuse tout le reste, on obtient souvent ce que l'existence a de meilleur à donner. Somerset Maugham. Il roulait sur l'autoroute à 120 km/h, lorsque cela se produisit. Sur le bas-côté, quelque chose attira son attention, et quand il se retourna pour regarder à nouveau dans le sens de la marche, il ne lui restait plus qu'une seconde pour réagir. Il était presque trop tard. L'énorme poids lourd qui le précédait avait pilé de manière tout à fait imprévisible. Réagissant aussitôt pour tenter d'échapper au désastre, il fit faire à sa moto une glissade qui lui parut interminable, et comme dans une séquence de film au ralenti, alla s'encastrer sous le camion. Le bouchon du réservoir de la moto sauta en l'air. Alors le pire se produisit. L'essence se mit à couler et s'enflamma. Ensuite, il se souvient seulement de s'être réveillé dans un lit d'hôpital, avec une douleur cuisante, incapable de bouger et osant à peine respirer. Il a les 3/4 du corps couverts de terribles cicatrices de brûlure au 3e degré. Et pourtant, il refuse de baisser les bras. Il se bat pour survivre et recommence à exercer son métier jusqu'au jour où il est frappé par un nouveau coup du sort. Un accident d'avion qui fera de lui un hémiplégique. Il se produit dans toute vie des événements qui mettent à l'épreuve l'ensemble de nos ressources. Un moment où l'existence paraît injuste. Un moment où notre foi, nos valeurs, notre patience, notre compréhension, notre endurance sont poussés à leurs limites et même au-delà. Certains individus profitent de ces occasions pour devenir meilleurs. D'autres laissent ces expériences les détruire. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui distingue les réactions des êtres humains devant les grandes épreuves? Moi, oui. J'ai toujours été fasciné par ce qui pousse les êtres à réagir comme ils le font. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, j'ai cherché à découvrir ce qui place certaines femmes et certains hommes en marge de leur père. Qu'est-ce qui fait les meneurs, les créateurs? Comment expliquer qu'il y ait tant de personnes sur Terre qui mènent une vie heureuse malgré d'innombrables difficultés, pendant que d'autres qui semblent tout avoir ne connaissent que le désespoir, la colère et l'abattement? Laissez-moi vous conter l'histoire d'un autre homme, et voyons ce qui les distingue tous les deux.
La vie du deuxième semble beaucoup plus réussie. Il s'agit d'un comédien fabuleusement riche, extrêmement doué, toujours entouré d'une cour nombreuse. À 22 ans, il est membre de la célèbre troupe Second City de Chicago, dont il devient presque aussitôt la vedette. Puis, il est une des stars de la télévision des années 70 et l'une des plus grandes vedettes du cinéma américain, à qui chaque rôle rapporte des millions de dollars. Il se lance dans la musique et y obtient aussitôt un succès instantané. Il a des dizaines d'amis qui l'admirent, il est heureux en ménage et possède des résidences splendides à New York et en Californie. Il semble posséder tout ce qu'un individu pourrait demander. Lequel de ces deux hommes voudriez-vous être ? On a peine à croire que quiconque puisse préférer la première existence à la deuxième. Mais permettez-moi maintenant de vous en dire un peu plus sur ces deux personnages. Le premier est l'un des êtres qui possède le plus de force, de vitalité, et qui est le mieux réussi que je connaisse. Il s'appelle W. Mitchell. Il est vivant et bien vivant, et habite le Colorado. Depuis son terrible accident de moto, il a connu plus de succès et de joie que la plupart des gens dans toute une vie. Il a su nouer des liens personnels extraordinaires avec certains des personnages les plus influents des États-Unis. Ses affaires lui rapportent des millions. Il s'est même présenté aux élections au Congrès malgré les terribles marques qu'il porte au visage. Le slogan de sa campagne ? « Et élisez-moi, ça vous changera de tous ces visages angéliques ». Il a une relation extraordinaire avec une femme merveilleuse et a fait joyeusement campagne pour le poste de vice-gouverneur du Colorado. Le deuxième personnage est quelqu'un que les Américains connaissent bien. Il s'appelle John Belushi. Ce fut l'un des comédiens les plus célèbres de notre temps, dont la réussite a défrayé la chronique des années 70. Belushi apporta la joie à des millions d'individus, sauf à lui-même. Quand il mourut à l'âge de 33 ans de ce que le médecin légiste décrivit comme un cas d'intoxication aiguë par abus de cocaïne et d'héroïne, peu furent surpris parmi les gens qui le connaissaient. Cet homme, malgré ce qu'il avait réussi, était devenu un drogué invétéré et vieilli avant l'âge. Extérieurement, il avait tout. Intérieurement, il tournait à vide depuis des années. Les exemples analogues abondent. Avez-vous jamais entendu parler de Pete Strudwick ? Né sans main ni pied, il a fini par devenir un coureur de marathon qui a déjà parcouru plus de 40 000 kilomètres. Pensez à l'histoire étonnante de Helen Keller, ou à celle de Candy Lightner, la fondatrice de la Ligue des mères contre l'alcool au volant. Victime d'une horrible tragédie, la mort de sa fille renversée par un conducteur ivre, elle a fondé une association qui a sauvé des centaines et peut-être des milliers de vies. À l'autre extrême, pensez à des gens comme Marilyn Monroe ou Ernest Hemingway, individus qui ont connu un extraordinaire succès et ont fini par se détruire. Demandez-vous maintenant quelle différence il y a entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Pourquoi certaines personnes réussissent-elles à surmonter des difficultés inimaginables et font-elles de leur vie un triomphe alors que d'autres, doués de tant d'atouts, font de leur vie un désastre? Pourquoi certains individus acceptent-ils toutes les expériences et les utilisent-ils à leur profit, alors que d'autres les retournent contre eux-mêmes? Qu'est-ce qui distingue W. Mitchell et John Belushi? Quel est ce détail qui change tout? J'ai été obsédé par cette question toute ma vie. J'ai grandi dans un milieu où les ressources économiques étaient limitées, et je sais que cette expérience a suscité en moi beaucoup de frustration. Mais elle m'a aussi rendu infiniment curieux. J'ai vu des gens qui possédaient toutes sortes de richesses, physiques, sociales, affectives et professionnelles. Et j'ai voulu savoir pourquoi ils possédaient des choses que je n'avais pas. Il m'arrivait parfois de perdre le sommeil à force de me demander pourquoi certains avaient tant et d'autres si peu. Je voulais absolument comprendre, et c'est cette recherche qui a entièrement orienté ma vie. Une chose paraissait indéniable. Ce n'est pas ce qui se passe qui compte, mais la façon dont nous nous le représentons et dont nous y réagissons. Que faisons-nous quand il pleut un jour de pique-nique ? Que faisons-nous quand ça va mal malgré tous nos efforts? Les gens qui réussissent
ne rencontrent pas moins de problèmes que ceux qui échouent. Les seuls individus sans problème reposent dans les cimetières. Ce n'est donc pas ce qui nous arrive qui distingue nos réussites de nos échecs. C'est la façon dont nous le percevons et dont nous réagissons à ce qui arrive qui change tout. Il n'y a pas très longtemps, je me trouvais sur une plage de Hawaï quand une énorme vague arriva et submergea 2 enfants avec une force incroyable. Tout le monde sur la plage observa l'incident avec inquiétude. Les 2 enfants firent surface et regagnèrent la plage tant bien que mal. Le premier se mit aussitôt à brailler et à réclamer sa mère. L'autre se tourna vers les vagues et éclata de rire. Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre eux? Tous 2 avaient vécu la même expérience et déployé les mêmes ressources physiques pour y faire face. Mais chacun décida de se représenter l'événement d'une certaine façon. Ce qui distingue les gens, c'est la manière dont ils se représentent leur expérience, la manière dont ils choisissent de communiquer avec eux-mêmes. Voilà ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Vous savez peut-être comment Julio Iglesias est devenu l'un des chanteurs les plus célèbres de tous les temps. Il n'avait pas prévu de devenir chanteur, mais joueur de football ou avocat. On lui refusa même de chanter dans la chorale de son lycée. À l'âge de 20 ans, il eut un terrible accident de voiture. On lui annonça qu'il ne pourrait plus jamais marcher. Il resta 1 an à l'hôpital où une infirmière lui fit cadeau d'une guitare. C'est à ce moment-là qu'il commença à développer son talent. À l'heure actuelle, ses chansons sont enregistrées en 8 langues et écoutées dans plus de 60 pays. On joue même un air de lui quelque part dans le monde toutes les 30 secondes. Pas mal pour un garçon qui était censé mourir ou rester paralysé à vie. Comme W. Mitchell, comme Pete Strudwick, il ne partit pas d'une réussite éclatante. Il partit d'une tragédie personnelle. Mais il choisit de se représenter la situation sous le meilleur jour possible. Et, à partir de là, il fit de sa vie un triomphe. Qu'est-ce donc qui distingue W. Mitchell de John Belushi? Les 2 gosses sur la plage. Qu'est-ce qui a rendu possible la réussite de Julio Iglesias? La manière dont les gens communiquent avec eux-mêmes constitue le fil dont sont tissées toutes les réussites. On peut considérer chaque expérience comme un coup fatal ou comme un défi, comme un échec ou comme un point d'appui. Ceux qui réussissent se font bousculer par une vague et en tirent une leçon pour se faire porter par la suivante. Ils bravent les frimas de l'hiver parce qu'ils savent que juste après vient le printemps. Ils ont conscience de ce que leurs actions déterminent le cours de leur existence et de ce qu'en modifiant ces actions, à la fois mentales et physiques, ils peuvent transformer leur vie. Quand W. Mitchell apprit que 75% de son corps était couvert de brûlures au 3e degré, il pouvait choisir d'interpréter cette information de différentes façons. Y voir une raison de mourir ou décider d'envoyer à son cerveau n'importe quel autre message. Il choisit de se dire que cet événement s'était produit à dessein et qu'il lui fournirait un jour l'occasion d'en tirer de grands avantages dans sa quête de la réussite. Il se constitua ainsi un ensemble de convictions et de valeurs qui fournirent une orientation à sa vie dans le sens du bénéfice et non de la tragédie, même après qu'il se fût retrouvé paralysé. Comment Pete Strudwick est-il parvenu à courir le Pikes Peak, l'un des marathons les plus difficiles du monde, alors qu'il n'avait ni pieds ni mains? C'est simple. Il maîtrisa sa façon de communiquer avec lui-même. Quand son corps lui transmettait des signaux qu'il avait dans le passé interprétés comme une limite, une douleur, une fatigue, il leur donnait une signification nouvelle et poursuivait la communication avec son système nerveux d'une façon qui lui permettait de continuer à courir. Le type de comportement que nous adoptons résulte de l'état neurophysiologique dans lequel nous sommes. Cet état peut nous doter d'un pouvoir ou nous mutiler, mais c'est nous qui le créons, et non l'environnement extérieur. Les 2 enfants ont été renversés par la même vague. L'un s'est senti démoralisé, l'autre galvanisé. Est-ce la vague qui les a mis dans cet état? Non. Si cela avait été le cas, ils auraient réagi de la même façon.
Ce qui a compté, ce n'est pas la vague, mais la représentation qu'ils s'en sont faites et l'état intérieur que cette représentation a produit. L'essentiel à noter ici, c'est qu'ils ont produit eux-mêmes l'effet qu'ils ont ressenti. Certes, l'environnement a servi de stimulus, mais c'est la manière dont ils se sont représentés ce stimulus qui en a déterminé le sens, bon ou mauvais, une leçon à tirer, une occasion de pleurer, de rire ou de s'enthousiasmer. J'aurais tendance à penser que la principale distinction entre les gens réside dans le choix de la perception des événements. Le détail qui change tout, c'est la façon dont les gens choisissent de réagir par rapport à ce qu'ils voient, entendent et ressentent. Comment communiquons-nous avec nous-mêmes? La communication s'établit grâce à la manipulation d'une partie de notre système nerveux. C'est principalement à travers les images que nous formons dans notre esprit ce que nous nous disons à nous-mêmes, notre façon de nous tenir, de respirer et de faire jouer nos muscles que nous donnons un sens à ce que nous éprouvons. Vous découvrirez dans ce livre une série de moyens simples de transformer la manière dont vous utilisez votre esprit et votre corps et de jouer du même coup sur vos sensations et votre comportement. Ces transformations peuvent s'opérer rapidement et sans douleur, même si les types de sensations et de comportements que vous souhaitez modifier sont devenus des habitudes. Beaucoup de gens passent leur temps à réfléchir, à se dire « Ah, si je pouvais changer les conditions matérielles de ma vie. Ah, si j'avais plus d'argent et plus de temps. Ah, si j'avais une plus belle maison et plus d'amis, je serais plus heureux. » Contrairement à la croyance populaire, l'abondance de biens ne garantit pas un sentiment de bonheur ni de réussite personnelle. J'ai travaillé avec des clients dont la fortune se calcule en centaines de millions de dollars, qui sont entourés de gens qui s'occupent d'eux et dont le travail a amélioré la vie de millions de personnes. Pourtant, malgré les signes extérieurs de leur réussite, ces gens étaient malheureux ou totalement déprimés. Se trouvant isolés, ils s'adonnaient souvent à l'alcool ou à la drogue afin de modifier leur perception. Ils découvraient toutefois que ce changement n'était que temporaire, car quand l'effet de la drogue s'estompait, ils se retrouvaient avec la même stratégie de perception, et leur mode de communication avec eux-mêmes recréait les sensations qu'ils avaient essayé d'éliminer à l'aide de la drogue. Ils n'étaient pas conscients que les changements durables s'opèrent en adoptant des modes de communication de l'intérieur, des schémas qui apportent la joie et l'amour sans action biochimique. Les vies d'hommes et de femmes comme John Belushi, Marilyn Monroe, Elvis Presley et Howard Hughes montrent clairement combien on a tort de croire que l'abondance extérieure fournit un remède à la pénurie intérieure. Si donc vous vous surprenez en train de vous dire « Je serais heureux si seulement… » Arrêtez et rappelez-vous que le bonheur, la joie et le plaisir sont des sensations que l'on crée en communiquant avec soi-même. Elles ne dépendent pas de l'environnement. Et vous pouvez les créer immédiatement en modifiant la façon dont vous utilisez votre système nerveux. Je ne cherche pas à dire qu'il est bon de vivre dans la misère, parce qu'on a le pouvoir de percevoir les choses de la manière que l'on choisit. Je ne dis pas non plus qu'il ne peut y avoir que des moments de bonheur, où l'on aime tout ce qui nous arrive. Je crois que toute émotion est importante dans son contexte. La vie est un équilibre. L'expérience de l'abondance à tous les niveaux, affectif, social, spirituel, physique et matériel, est un défi passionnant à relever. Vous avez le choix de vos sensations et de votre action dans toutes les situations. Il n'existe pas de limite dans le choix de nos perceptions, à l'exception de celles que nous nous imposons. Les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Henry Thoreau. Il existe un moyen simple de réussir qui consiste à observer les états et les représentations intérieures qui conduisent au succès et à apprendre à les reproduire. Si un état particulier produit tel effet sur quelqu'un, il y a de fortes chances pour qu'il produise le même effet sur nous. Dans ma recherche personnelle de l'épanouissement, je me suis engagé sur toutes les voies que j'ai rencontrées. J'ai étudié toutes les thérapies, toutes les techniques de pensée positive, toutes les formes de développement spirituel. Au bout d'un certain temps, j'ai commencé à avoir la nausée.
Tout ce que je trouvais semblait une variante de 3 méthodes principales. La pensée positive, une forme de thérapie de décharge émotionnelle, comme le cri primal, ou le mysticisme oriental. Toutes avaient leurs vertus, mais aucune ne semblait exactement correspondre à ce que je recherchais. Puis, je suis tombé sur une science connue sous le nom de programmation neurolinguistique, en abrégé PNL. La PNL est l'étude de la façon dont le langage, à la fois verbal et non verbal, affecte le système nerveux. Toute action dépend de notre capacité à diriger notre système nerveux. Les gens qui produisent des effets remarquables sont ceux qui réussissent à établir des communications particulières avec et à travers leur système nerveux. La PNL étudie la façon dont les individus communiquent avec eux-mêmes pour provoquer les états les plus féconds et offrir ainsi le plus grand choix de comportements possible. Même si le terme de programmation neurolinguistique décrit bien la science qu'il désigne, il fournit peut-être aussi la raison pour laquelle vous n'en avez jamais entendu parler jusqu'ici. Dans le passé, cette science était surtout enseignée aux thérapeutes et à un petit nombre de cadres supérieurs triés sur le volet. Quand on m'en a parlé pour la première fois, j'ai aussitôt compris que c'était quelque chose d'entièrement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. J'ai vu un praticien opérer avec une femme qui était en traitement depuis plus de 3 ans pour symptômes phobiques, et en moins de 3/4 d'heure, la phobie avait disparu. J'ai mordu à l'hameçon. J'ai décidé de tout apprendre sur le sujet. À propos, on obtient souvent le même résultat en 5 ou 10 minutes. La PNL fournit un cadre systématique permettant de diriger son propre cerveau. Elle nous enseigne à contrôler non seulement nos états et nos comportements, mais aussi les états et les comportements des autres. En bref, c'est la science de la gestion optimale de l'esprit visant à produire les résultats que l'on désire. La PNL fournissait exactement ce que je recherchais. La clé permettant de comprendre par quel mystère certaines personnes réussissent à obtenir ce que j'ai appelé les résultats optimaux. Si un individu est capable de se réveiller le matin, vite, facilement, en se sentant plein d'énergie, c'est un résultat qu'il a produit lui-même. La question qui se pose alors est de savoir comment il y a réussi. Étant donné que les résultats sont toujours le produit d'actions, quelle action mentale ou physique engendre le processus neurophysiologique du réveil rapide et facile? Un des présupposés de la PNL est que nous avons tous le même système neurologique. Si donc quelqu'un dans le monde a réussi à faire une chose, vous devez pouvoir en faire autant, à condition d'utiliser votre système nerveux exactement de la même manière. Le processus qui consiste à découvrir exactement ce que font les autres pour obtenir un résultat particulier s'appelle l'imitation. Je le répète, ce qui est possible aux autres vous est possible. Il ne s'agit donc pas de savoir si vous réussirez à obtenir les mêmes résultats que les autres, mais de vous demander comment ils y sont parvenus. C'est une simple question de stratégie. Si vous connaissez quelqu'un qui est passé maître dans l'art d'épeler les mots, il existe un moyen de l'égaler en 4 ou 5 minutes, en vous modelant sur lui. Vous apprendrez cette technique au chapitre 7. Si quelqu'un que vous connaissez communique parfaitement avec ses enfants, vous pouvez en faire autant. Si quelqu'un se réveille facilement le matin, vous pouvez le faire aussi. Il vous suffit, dans chaque cas, de copier la façon dont les autres contrôlent leur système nerveux. Il est évident que certaines tâches sont plus compliquées que d'autres et demandent parfois plus de temps à intégrer, puis à reproduire. Si toutefois vous êtes suffisamment motivé et si votre conviction continue à vous soutenir tout le temps que durera votre adaptation, presque tout ce que fait un être humain peut être imité. Dans de nombreux cas, il arrive qu'une personne ait passé des années à tâtonner pour trouver le moyen spécifique d'utiliser son corps ou son esprit afin d'obtenir tel ou tel résultat. Mais vous pouvez entrer dans la danse, imiter les actions qui ont exigé des années de perfectionnement et obtenir le même résultat en quelques instants, quelques mois. En tout cas, en un temps bien moindre que celui qui a été nécessaire à la personne que vous souhaitez imiter. Les 2 hommes qui sont à l'origine de la PNL s'appellent John Grinder et Richard Bandler. Grinder est un linguiste éminent. Bandler est mathématicien.
praticien de la Gestalt-thérapie et informaticien. Tous deux ont décidé de mettre leurs talents en commun pour se consacrer à une tâche exceptionnelle. Établir des modèles à partir d'individus s'étant révélés les meilleurs dans leur spécialité. Ils se mirent donc à la recherche de personnes qui s'étaient montrées particulièrement efficaces pour opérer ce qu'à leur avis, tant d'êtres humains désirent, un changement. Ils observèrent des individus, hommes d'affaires, thérapeutes, etc., qui avaient réussi afin d'analyser les méthodes qu'ils avaient mises au point après des années de tâtonnement. Bandler et Grinder sont surtout connus pour l'élaboration d'un certain nombre de schémas efficaces d'intervention comportementale qu'ils ont codifiés en se basant sur les travaux du Dr Milton Erickson, un des plus grands hypnothérapeutes qui ait jamais existé, ainsi que sur ceux de Virginia Satir, extraordinaire thérapeute familiale, et de Gregory Bateson, anthropologue. Ils découvrirent par exemple comment Satir avait réussi à résoudre systématiquement des problèmes relationnels devant lesquels d'autres thérapeutes avaient échoué. Ils découvrirent les modèles d'action qu'elle utilisait pour produire certains effets. Puis ils enseignèrent ces modèles à leurs étudiants, qui furent aussitôt en mesure de les utiliser et d'obtenir des résultats de la même qualité, sans même avoir derrière eux les années de pratique de la célèbre thérapeute. Semant les mêmes graines, ils engrangeaient les mêmes récoltes. Tout en travaillant avec les schémas fondamentaux qu'ils avaient modelés sur les 3 mètres, Bandler et Grinder se mirent à créer leurs propres schémas et à les enseigner. L'ensemble de ces modèles forme ce que l'on appelle la programmation neurolinguistique. Ces 2 génies ont toutefois fait beaucoup plus que nous fournir une série de modèles efficaces du changement. Ils nous ont offert une vision systématique des moyens permettant de reproduire toute forme d'accomplissement humain en un très court laps de temps. Leur réussite est légendaire. Néanmoins, bien que les outils fussent disponibles, beaucoup de gens se contentèrent d'étudier leurs modèles de changement affectif ou comportemental, mais ne trouvèrent jamais en eux-mêmes suffisamment de ressources personnelles pour les utiliser de manière efficace et cohérente. Une fois encore, le savoir ne suffit pas, c'est l'action qui produit des résultats. J'ai lu tous les ouvrages que j'ai pu trouver sur la PNL, et bien peu étudie le processus de l'imitation. Or, pour moi, l'imitation est la voie royale de la réussite. Si, en effet, quelqu'un au monde obtient le résultat que je recherche, j'estime être en mesure de l'obtenir moi aussi, à condition, évidemment, d'y consacrer le temps et les efforts nécessaires. Et si vous désirez réussir, la seule chose que vous ayez à faire consiste à trouver le moyen d'imiter ceux qui ont réussi avant vous, c'est-à-dire à découvrir quelles actions ils ont entreprises, et en particulier, comment ils ont utilisé leur cerveau et leur corps pour obtenir les résultats que vous cherchez à reproduire. Si vous voulez devenir meilleur comme ami, comme parent, comme athlète, comme chef d'entreprise, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver des modèles. Ceux qui transforment le monde sont souvent des imitateurs professionnels, des gens qui ont maîtrisé l'art d'apprendre tout ce qu'ils veulent en s'inspirant de l'expérience des autres plus que de la leur. Ils disposent ainsi d'un moyen de gagner du temps. Si l'on examine la liste des best-sellers publiés par le New York Times, on note que la plupart des livres qui sont en tête de liste donnent des modèles à suivre pour se perfectionner dans un domaine particulier. Le dernier ouvrage de Peter Drucker s'intitule « Innovation et esprit d'entreprise ». Dans ce livre, Drucker esquisse les diverses actions à mener pour devenir un chef d'entreprise efficace et un innovateur. Il démontre très clairement que l'innovation est un processus spécifique et volontaire. Il n'y a rien de mystérieux ni de magique dans la fonction de chef d'entreprise. Ce n'est pas un caractère génétique, c'est une discipline qui s'apprend. Tout cela ne vous dit rien ? On considère pourtant Peter Drucker comme le créateur de la pratique moderne des affaires à cause de ses modèles. Chef d'entreprise en 1 minute, The One Minute Manager de Kenneth Blanchard et Spencer Johnson est un modèle en matière de communication et de gestion des relations humaines. Cet ouvrage se fonde sur les exemples de certains des chefs d'entreprise les plus brillants des États-Unis. La recherche de l'excellence, In Search of Excellence, de Thomas Peters et Robert Waterman Jr., est évidemment un livre sur les modèles d'entreprise remarquables. La main tendue, A Bridge Across Forever, de Richard Bach,
donne un autre point de vue, un nouveau modèle d'examen des relations interpersonnelles. Et la liste continue ainsi. Ce livre-ci contient pour sa part une série de modèles de contrôle de votre esprit, de votre corps et de votre façon de communiquer avec les autres pour le plus grand profit de toutes les parties prenantes. Mon objectif n'est toutefois pas seulement de vous enseigner des modèles de réussite, mais d'aller plus loin en vous apprenant à créer vos propres modèles. Vous pouvez enseigner à un chien des modèles qui amélioreront son comportement. Vous pouvez faire la même chose avec des êtres humains. Mais ce que je veux que vous appreniez, c'est un processus, un cadre, une discipline qui vous permette de reproduire des conduites remarquables dans n'importe quelle circonstance. Je veux vous enseigner certains des modèles les plus efficaces de PNL. En outre, je veux que vous deveniez plus qu'un simple spécialiste de la PNL, un imitateur. Quelqu'un qui s'empare de tout accomplissement et qui le fait sien, qui soit constamment à la recherche des technologies de la performance optimale, sans jamais s'attacher à des systèmes ou des modèles définis, mais qui au contraire recherche systématiquement des moyens nouveaux et efficaces d'obtenir les résultats qu'il désire. Rappelez-vous que la PNL est fondée sur l'idée que tout le monde a le même système neurologique, donc les mêmes ressources, et que la réussite peut être reproduite. Si quelqu'un est capable d'une chose, vous en êtes capable, vous aussi. Car ceux qui réussissent laissent derrière eux des indices. Ils répètent encore et encore un certain type d'action. Si vous les observez attentivement, si vous posez des questions, vous finirez par découvrir quelles sont ces actions. Il y a quelque temps, je faisais de la plongée au large de l'île Maui, et je portais de lourdes bouteilles d'oxygène. Pourtant, je dus remonter plus tôt que les autres plongeurs parce que je manquais d'air. J'ai demandé à notre guide comment il faisait pour rester sous l'eau si longtemps. Et il m'a expliqué qu'il faisait durer son air en se créant mentalement une cage thoracique moins volumineuse que la sienne, en se disant que son cœur battait lentement et régulièrement et en accomplissant une série d'autres exercices de contrôle de sa physiologie. J'ai donc essayé d'appliquer son système, et à la plongée suivante, je suis resté au fond 5 minutes de plus. J'ai eu moins besoin d'air parce que, en imitant les gestes physiques et mentaux de mon guide, j'ai obtenu les mêmes effets que lui. Pour imiter la réussite, il faut se transformer en détective, en enquêteur. Il faut poser beaucoup de questions afin de découvrir tous les indices qui conduisent au succès. J'ai appris au meilleur tireur au pistolet de l'armée américaine comment améliorer son tir en découvrant les modèles exacts de réussite au pistolet. J'ai assimilé les talents d'un maître de karaté en observant ce qu'il pensait et ce qu'il faisait. J'ai aidé des athlètes professionnels et des athlètes olympiques à améliorer leurs performances. Et j'y suis parvenu en trouvant le moyen de copier précisément ce que faisaient ces hommes quand ils obtenaient leurs meilleurs résultats, puis en leur montrant comment déclencher ces performances à la demande. Bâtir à partir des réussites des autres est un des aspects fondamentaux de la plupart des apprentissages. Dans le monde des techniques, toute conception nouvelle d'une machine ou d'un ordinateur dérive de découvertes et de percées antérieures. Dans le monde des affaires, une société qui ne tire pas les leçons du passé est condamnée. Mais le monde du comportement humain est un des rares qui continue à opérer à partir de théories démodées. Beaucoup d'entre nous appliquent encore des modèles de fonctionnement du cerveau et de comportement qui datent du XIXe siècle. Nous collons l'étiquette « dépression » sur certains de nos états et nous nous sentons déprimés. À vrai dire, ces termes sont des prophéties dont la réalisation est quasi garantie. Or, ce livre enseigne une technique qui est directement disponible, une technique qui permet d'obtenir la qualité de vie que vous désirez. Et pourtant, c'est une méthode dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Bandler et Grinder ont découvert qu'il existe 3 mécanismes fondamentaux qui permettent de reproduire n'importe quelle forme de réussite humaine. Il s'agit en fait de 3 types d'actions physiques et mentales qui correspondent précisément à la qualité des résultats que nous obtenons. Imaginez-les sous la forme de 3 portes ouvrant sur une salle de banquet somptueuse. La première porte
représente le système de croyance de l'individu en question. Ce à quoi il croit, ce qu'il estime possible et impossible, détermine en effet, dans une grande mesure, ce qu'il est capable ou incapable de faire. Que l'on se croit capable ou incapable de quelque chose, on a toujours raison, dit une vieille maxime. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Car quand on croit qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, on envoie à son système nerveux des messages systématiques qui limitent ou suppriment notre capacité d'atteindre ce résultat. Si au contraire, on envoie des messages indiquant qu'on peut le faire, ces messages, en ordonnant au cerveau de produire certains résultats, créent la possibilité qu'ils se produisent. Si par conséquent, vous réussissez à imiter l'ensemble des convictions d'un individu, vous avez franchi le premier pas vers l'imitation de son action et la production de résultats identiques. Nous examinerons plus en détail les systèmes de croyance au chapitre 4. La deuxième porte représente la syntaxe mentale de l'individu. Il s'agit de la manière dont il organise sa pensée. La syntaxe est comme un code. Un numéro de téléphone est composé de 8 chiffres, mais vous devez les composer dans le bon ordre pour obtenir votre correspondant. Il en va de même lorsque vous désirez atteindre la partie de votre système nerveux qui vous aidera le plus efficacement à obtenir le résultat voulu. Même chose pour la communication. Souvent, les gens ne communiquent pas bien parce qu'ils utilisent des syntaxes mentales, des codes différents. Décryptez les codes et vous aurez franchi la deuxième porte qui conduit vers l'imitation de ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Nous étudierons la question de la syntaxe au chapitre 7. La troisième porte est la physiologie. Le corps et l'esprit sont entièrement liés. Votre façon de respirer, de vous tenir, votre posture, votre expression, la nature et la qualité de vos mouvements déterminent l'état dans lequel vous êtes. De même, cet état détermine le nombre et la qualité des comportements que vous êtes en mesure d'adopter. Nous parlerons de physiologie au chapitre 9. En fait, nous passons notre temps à imiter. Comment l'enfant apprend-il à parler? Comment un jeune athlète apprend-il avec un ancien? Comment un homme d'affaires en herbe apprend-il à structurer son entreprise? Voici justement un exemple d'imitation emprunté au monde des affaires. Il existe un moyen par lequel beaucoup de gens gagnent de l'argent et que j'appelle le décalage. Nous vivons dans une civilisation qui est suffisamment uniforme pour que ce qui fonctionne quelque part fonctionne aussi ailleurs. Si quelqu'un a réussi en montant un magasin de petits gâteaux au chocolat dans une galerie marchande de Détroit, il y a de fortes chances pour que la même affaire marche aussi dans une galerie marchande de Dallas. Pour gagner beaucoup d'argent, vous n'avez même pas besoin d'être particulièrement intelligent. Beaucoup de gens se contentent de trouver une affaire qui marche et de monter la même ailleurs avant que le temps de décalage ne soit écoulé. La seule chose à faire consiste à adopter une solution qui a fait ses preuves et à la reproduire ou mieux encore, à l'améliorer. Pour ceux qui agissent ainsi, le succès est presque garanti. Les meilleurs imitateurs du monde sont les Japonais. Comment s'explique le miracle de l'économie japonaise? Par de brillantes innovations? Parfois. Si toutefois vous étudiez l'histoire de l'industrie japonaise des 20 dernières années, vous découvrirez que rares sont les grands produits qui ont vu le jour au Japon. Les Japonais se contentent souvent de reprendre des produits ou des idées nées aux États-Unis ou en Europe, qu'il s'agisse de voitures ou de semi-conducteurs, d'en conserver le meilleur et d'améliorer le reste. Adnan Mohammad Khashoggi passe pour l'homme le plus riche du monde. Comment en est-il arrivé là? C'est simple. Il a imité les Rockefeller, les Morgan et autres détenteurs de grandes fortunes. Il a lu tout ce qui existait sur eux, étudié leurs idées, copié leurs stratégies, et fini par leur ressembler. Comment W. Mitchell a-t-il réussi non seulement à survivre, mais à prospérer après avoir subi la pire catastrophe qu'un homme puisse imaginer? Quand il était à l'hôpital, des amis lui ont lu des histoires racontant comment d'autres que lui avaient surmonté d'immenses difficultés. Il disposait ainsi d'un modèle positif et sut donner à ce modèle plus de force que toutes les expériences négatives qu'il était en train de vivre. Encore une fois, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent ne réside pas dans ce qu'ils possèdent, mais dans ce qu'ils choisissent de voir et de faire à partir de ce que la vie leur offre.
Grâce à ce procédé de limitation, j'ai commencé à obtenir immédiatement des résultats, pour moi et pour les autres. J'ai continué à rechercher des modèles de pensée et de comportement permettant de produire des effets remarquables en peu de temps. J'ai intitulé ces modèles combinés des techniques de performance optimale. Elles constituent le corps de ce livre. Mais je voudrais préciser une chose. Mon objectif n'est pas seulement de vous permettre de les maîtriser, mais de créer vos modèles personnels. John Grinder m'a appris à ne jamais trop croire à un système, car il existe toujours un cas où le système ne s'applique pas. La PNL est un outil puissant, mais ce n'est rien de plus. C'est un outil qui doit vous permettre de mettre au point vos propres techniques. Il n'existe pas de stratégie unique qui fonctionne dans tous les cas. L'imitation n'est certes pas une nouveauté. Tous les grands inventeurs ont imité les découvertes de leurs prédécesseurs pour aboutir finalement à quelque chose de nouveau. Tous les enfants imitent le monde qui les entoure. Le malheur, c'est que la plupart d'entre nous imitent de façon totalement aléatoire, sans modèle précis. Nous grappillons au hasard chez l'un et l'autre et laissons passer un trait extrêmement important chez une troisième personne. Nous imitons un peu de bon ici et un peu de mauvais là. Nous essayons d'imiter quelqu'un que nous respectons, mais nous nous apercevons que nous ne savons pas vraiment comment reproduire ce qu'il fait. La chance arrive quand on s'est préparé à saisir l'occasion. Ce livre doit être pour vous un guide de l'imitation consciente et précise. Mon expérience de l'imitation de la réussite m'a appris que les conduites que nous considérons parfois comme l'apanage d'intelligence supérieure sont en fait à la portée de tous ceux qui savent imiter efficacement. Si vous regardez autour de vous, vous constaterez que les individus qui dominent notre civilisation sont ceux qui sont passés maîtres dans l'art d'imiter. C'est ce que font les fabricants d'images de la publicité ou de la politique. Je ne nie pas l'existence des enfants prodiges ou des êtres génétiquement doués. Je dis simplement qu'ils font certaines choses d'une certaine façon et que, si nous apprenons à faire comme eux, nous pouvons aboutir au même résultat. Le moyen d'y parvenir consiste à comparer à la leur la façon dont vous utilisez votre esprit et votre corps. C'est là que vous découvrirez ce détail qui change tout. Il y a seulement 4 ans, par manque d'action positive, j'avais fait de ma vie un drame permanent. Mon monde extérieur ne reflétait pas l'individu que je croyais être intérieurement. Je connaissais tous les outils, mais je ne faisais rien pour changer. J'étais extrêmement malheureux. Je pesais 15 kilos de trop et j'étais démuni à la fois spirituellement et matériellement. Je me sentais vide. Mes relations avec les autres étaient catastrophiques. Un beau jour, j'en ai eu assez de vivre ainsi et j'ai décidé de me consacrer à plein temps à l'étude de la réussite. Qui plus est, j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais appris et d'agir sur ce savoir. J'ai donc commencé à examiner les différences entre les gens qui se sentaient tout le temps heureux et moi. Au lieu d'aboutir à la conclusion habituelle selon laquelle les gens heureux étaient ceux qui avaient une meilleure conduite que la mienne, je leur ai posé des questions précises pour tenter de déterminer exactement ce qu'ils faisaient de leur corps et de leur esprit pour être toujours si heureux. J'ai découvert qu'ils géraient leurs impressions d'une façon différente de la mienne. J'ai adopté leur stratégie et, soudain, les plus petites choses m'ont rendu heureux. Grâce à leur manière de voir, j'ai appris à apprécier la vie. Commencez donc à penser en imitateur, à être sans arrêt à l'affût des modèles et des types d'actions qui produisent des résultats remarquables. Si quelqu'un accomplit une prouesse, la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est « Comment s'y est-il pris ?» Je voudrais que vous traquiez la réussite, que vous guettiez la magie que recèle tout ce que vous voyez et que vous découvriez ce qu'il a produit afin de réussir à produire les mêmes résultats quand vous le désirez.